Salut! D'après la météo, on est déjà en automne, donc je pense qu'il est temps de faire un récap de mes lectures d'août. Donc comme vous l'avez vu sur ce titre de section, on va parler des lectures que j'ai faites pour ma maman, pour son anniversaire. Et en fait, on va couper, là, je vais vous mettre la réaction à chaud que j'ai eue sur ma première lecture, parce que j'arrête pas d'y penser et je pense que c'est la seule manière de vous montrer à quel point cette lecture a été marquante et pas forcément dans le bon sens. Du coup, je vous laisse avec la moi du passé. Je profite de la jolie lumière de cette fin d'après-midi pour venir de vous parler de ma dernière lecture. Ma dernière lecture qui est Qui a peur des vieilles de Marie Charelle. Du coup, pour la petite histoire, c'est un livre que je comptais offrir. Ma maman a dépassé la soixantaine et dans nos discussions, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu difficiles pour elle, et notamment concernant sa place dans la société, concernant l'invisibilisation des femmes de son âge dans la société. Et du coup, moi j'ai beau lui dire que c'est un phénomène sociétal qui est dû au patriarcat et au capitalisme, ce qui l'a fait beaucoup rire parce que j'ai tendance à accuser ces deux grands systèmes de tous les maux. Je sentais bien qu'il y avait... Bon, elle me croit, mais en même temps... Et donc en fait, je m'étais dit, je vais pouvoir lui offrir peut-être 7 essais en termes de ressources et pour nourrir un peu sa réflexion. Et donc avant qu'elle se lance, parce que c'est pas du tout son truc, les non-fictions et les essais, je me suis dit je vais le lire moi pour voir si déjà il est accessible et si je peux l'accompagner dans sa lecture, ou en tout cas lui proposer qu'on échange à ce sujet si elle a des questions. Du coup c'est ce que j'ai fait. Et alors effectivement il est accessible, hein. Il n'y a pas de souci, il se lit assez bien, il est assez court, il fait 400 pages je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 300 pages. Il fait 300 pages et du coup voilà, donc bon, je me suis lancée et du coup donc j'avoue, première chose qui m'a un peu fait tiquer, c'est dès le début du bouquin, une des sondées, des femmes interrogées pour cette enquête, est comment une ancienne... une femme qui faisait partie en fait de la campagne présidentielle de Macron en 2017 et qui à l'époque reprochait le traitement qu'elle a subi puisqu'elle était un peu plus vieille que les autres et du coup Macron s'était un peu distingué avec sa campagne avec des jeunes et du coup donc elle avait un peu mal vécu les choses et donc ça c'est un premier témoignage. J'avoue sur le coup j'ai tiqué, j'étais en mode féminisme libéral much. Mais bon, je me suis dit, si c'est le seul truc qui dérape, c'est pas si grave que ça. Continuons. J'ai continué et en fait, ça a été de mal en pis. Il y a plein de petites anecdotes comme ça, enfin de petites tournures de phrases que je trouve vraiment pas ouf. Il y a notamment, à un moment donné, c'est un peu islamophobe. Sur l'histoire du contrôle des femmes, l'autrice parle de ces femmes qui se couvrent les cheveux, les bras et les jambes. Faut savoir que la question du hijab est beaucoup prise et ramenée sur le devant de la scène par la droite et l'extrême droite, alors que c'est une situation beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a des femmes qui font le choix en toute âme et conscience pour correspondre à leur religion de porter le hijab. C'est pas à nous de leur dire en fait quoi faire. Justement, le contrôle des femmes, ça passe par on ne dit pas aux personnes ce qu'elles ont envie de faire. Et en fait, ce biais islamophobe enlève tout libre arbitre aux femmes. Je veux pas faire une vidéo là-dessus. Il y a des gens qui connaissent le sujet mieux que moi, mais c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent dans ce genre de milieu et qui doit nous alerter quand on est face à ça. Et il y a plein d'autres petites choses comme ça. À un moment donné, elle parle d'une alpiniste qui a gravi les plus hauts monts du monde, ceux qui culminent à plus de 8000 mètres d'altitude. Et elle dit que dans l'exercice de son activité, il a fallu qu'elle fasse des concessions sur sa féminité. Et moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on entend par féminité ? Est-ce qu'elle doit porter des vêtements de sport ou... Non, il faut savoir que sur la montagne, c'est pas facile de prendre une douche. Donc... elle pouvait pas se laver tout le temps, quoi.
depuis quand l'hygiène c'est de la féminité? Bref, c'est plein de petits trucs comme ça. Et durant tout le long du récit à peu près, on n'a aucune mention des femmes perçues comme racisées. Il n'y a que tout à la fin où l'autrice se sent une fulgurance intersectionnelle en disant ah ouais, alors ça c'est l'expérience des femmes bourgeoises blanches, mais en même temps, les femmes perçues comme racisées ou les classes populaires, elles n'ont pas la même expérience. Waouh, incroyable. Faut attendre la fin de l'essai pour qu'elle le dise et qu'elle en parle. Et les femmes queer aussi sont pas souvent sont pas du tout représentées, à part à un moment donné dans un chapitre que j'ai trouvé vraiment hors sol, où elle explique que avec la ménopause, avec le vieillissement, les caractéristiques sexuelles secondaires ont tendance à perdre leur attrait, on va dire, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et qu'en fait c'est les deux identités genre ont tendance à converger pour en offrir une troisième, et que du coup c'est pour ça que la vieillesse serait queer. Va falloir vraiment qu'elle reprenne la définition du mot queer. Elle essaie de nous faire un mini historique, mais je crois qu'elle a rien compris. Elle a rien compris à la queeritude. Bref, et elle donne la parole effectivement à 2 ou 3 lesbiennes, grand max, peut-être même une seule. Ça se trouve c'est une seule et j'ai cru que c'était plusieurs, mais voilà. Donc bon, c'est vraiment un ouvrage pour les meufs blanches, cis, hétéro, mince. La seule femme mannequin d'une 60aine d'années qu'elle décrit en mode ronde, c'est une femme qui fait du 42-44. Et j'ai été voir les photos de la mannequin, elle est pas grosse. Hein. Elle est même pas ronde, hein, elle est normale en fait. Mais du coup, elle s'assume, elle est belle. Et du coup, voilà. Mais ce qui m'a vraiment le plus fait vriller, je crois, c'est le chapitre sur le double standard sur les relations, parce que du coup, il y a un discours sur la sexualité des femmes après la ménopause, qui est très mal vu, qui est très mal considéré, et surtout le fait que ces femmes-là puissent séduire des hommes plus jeunes. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Souvent, des hommes âgés séduisent des femmes jeunes, et il y a même une espèce de rivalité entre les trentenaires et les meufs de plus de 50 ans parce qu'elles sont sur le même marché pour le même type d'homme. Bref, je vais pas parler de ça plus longtemps. Moi, le seul truc qui m'a gênée, c'est que pour illustrer tout ça, elle prend l'exemple de Brigitte Macron. En disant que le couple est subversif. Je vais vous lire un extrait. Le sous-chapitre s'intitule « La différence d'âge dans les couples hétéros ou pourquoi le couple Macron est subversif ». Pour les édiles des petites villes, les mariages se suivent et se ressemblent, mais celui du 20 octobre 2007 fut particulier pour Léonce Depré, alors maire du Touquet. Et pour cause, il connaissait bien la mariée. 33 ans plus tôt, c'est déjà lui qui avait célébré sa première union. Désormais, la promise a 54 ans, et ses secondes noces ont un léger parfum de scandale dans la tranquille bourgade. La rumeur bruisse. On raconte que le marié, inspecteur des finances, n'a même pas 30 ans. Et surtout qu'il a rencontré sa future femme lorsqu'il était élève dans le lycée de Picardie où elle enseignait. Les cancaniers sont alors loin d'imaginer que le jeune homme en question sera un jour élu à la plus haute fonction de l'État. Vous les avez reconnus, Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron. Mais, quand bien même se seraient-ils appelés Sophie et Raphaël Dupont, leur histoire aurait été fascinante, écrit la journaliste Sylvie Baumel dans Il venait d'avoir 17 ans, l'enquête qu'elle a consacrée à la première dame, où elle raconte la scène du mariage, celui de 2007, mais aussi celui de 1974. Une femme d'une 40aine d'années, mariée et mère de 3 enfants, qui tombe amoureuse d'un garçon plus jeune que son fils aîné, et qui, bravant la désapprobation des siens et de toutes les conventions communément admises, finit par l'épouser, c'était en soi follement romanesque. Il y a quoi de romanesque dans la pédocriminalité ? Parce qu'une enseignante qui tombe amoureuse d'un élève de son lycée, mineur, c'est de la pédocriminalité. C'est le mot que vous cherchez. C'est pas romanesque, c'est pas transgressif, c'est pas subversif. Il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Faut arrêter de vouloir défendre toutes les femmes. Ça, c'est juste pas possible. Et du coup, bon bref, après le chapitre continue, il y a des témoignages qui sont très intéressants, qui ont effectivement ce double standard, dans des relations saines, avec un grand écart d'âge, mais sans
Enfin, les protagonistes sont déjà plus âgés, il n'y a pas de situation de domination de l'un envers l'autre. Donc elle aurait pu avoir juste, en fait, parlé de ces situations-là, ça aurait été tellement intéressant. Mais elle finit le chapitre sur ces mots. Brigitte Macron s'en est elle aussi pris plein la figure. En 2019, le président brésilien Jair Bolsonaro l'a régulièrement insulté sur les réseaux sociaux, s'attaquant à son âge. Il a sans doute fallu du cran à la première dame pour tenir bon face à une telle misogynie teintée d'agisme. Mais ses tailleurs, ses robes impeccables et ses fines jambes de mannequin ont aussi fait d'elle une icône de mode et du chic à la française. Faut-il y voir une revanche ? Peut-être. Aussi transgressif que soit son couple, Brigitte Macron reste malgré tout très sage dans son rôle de première dame, souligne Sylvie Baumel dans l'ouvrage qu'elle lui consacre, loin de l'audace d'Eleanor Roosevelt. Voilà. Je pense que ça dit tout ce qui a besoin d'être dit sur ce livre. Il y a des fulgurances, des choses assez intéressantes, des témoignages qui sont importants, des voix qui méritent d'être entendues. Je suis convaincue de l'importance de redonner sa place, leur place aux femmes qui dépassent les 50 ans, qui dépassent la ménopause. Je suis d'avis qu'il faut qu'on puisse sortir de cette rivalité féminine et faire en sorte que la transmission se fasse. Il y a plein de choses comme ça où je suis vraiment 100% d'accord, et c'est aussi dans cette idée-là que j'avais acheté cet essai, pour qu'il puisse nourrir ma mère, pour qu'il puisse nourrir nos relations, nos échanges. Mais il y a plein... Enfin, je peux pas lui offrir ça en l'état, en fait. C'est juste pas possible, parce qu'il y a tellement de choses à débunker, et je peux pas lui offrir un livre qui fait l'apologie d'une pédocriminelle en mode c'est transgressif, subversif. Non, pas du tout, pas du tout. Alors vous me direz, c'est juste un exemple parmi d'autres. Ouais, mais non, en fait. En 2021, à l'époque où c'est sorti, c'était pas acceptable. C'est encore moins acceptable en 2025. À un moment donné, faut qu'on soit cohérent et cohérente. Et je peux pas non plus lui offrir un livre qui ne fait la part belle qu'à des actrices, éditrices, écrivaines, comédiennes, mannequins, vraiment que des femmes qui ont un statut social très élevé. Elle va jamais, quasiment jamais interroger des petites gens. Elle a 2-3 témoignages qui se battent en duel avec une ancienne enseignante ou ce genre de choses, mais vraiment il y a un biais qui est quand même assez incroyable. Et en même temps, c'est écrit par une journaliste économique. Enfin, je veux dire, ça, c'est pareil. Ça me... Pourquoi Il y a un moment donné où elle cite Audre Lorde sur l'histoire de faire communauté, je crois. Super. Il y a que ça, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut... Donc voilà, donc c'est un livre que j'ai pas envie de donner, je vais pas l'offrir à ma mère, ça c'est sûr, parce que je pense qu'on aura des discussions beaucoup plus intéressantes sans ça. C'est un livre que j'ai pas envie de vendre, parce que, bon, je vous l'ai déjà dit, je vends pas mes livres. C'est un livre que j'ai même pas envie de donner, parce que je trouve qu'il est... Si l'idée était intéressante, l'exécution pêche énormément, et enfin, c'est pas forcément... Je sais pas, peut-être que je vais le donner, ou le recycler. Oui, parce que sachez-le, je sais qu'on a beau être un peu des puristes de la littérature, les livres, ça se recycle. C'est du papier. Et il y a des livres, il ferait mieux d'être recyclés. C'est pas un autodafé que je fais. Je vous dis juste, les livres peuvent se recycler. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais du coup, voilà, donc c'est ce qui conclut cette longue aparté sur cet essai. Je me rends compte que la vidéo va être très longue, mais je préférais en parler, ça me semblait important. On revient au présent et je vais continuer à vous parler des lectures que j'ai faites pour ma maman. Du coup, la prochaine lecture, ça a été Manger sans culpabiliser de Zina Mebkouts, qui est en fait une créatrice de contenu sur Instagram qui est connue sous le pseudo Zinai. Et en fait, c'est une personne qui est thérapeute et qui agit dans le cadre des troubles du comportement alimentaire. J'avais bien aimé certaines de ses prises de position sur son compte Instagram, sur la culture des régimes, sur la grossophobie, sur les TCA. Voilà, pour débloquer un peu mon lore, il faut savoir que je souffre de troubles du comportement alimentaire depuis plus de 20 ans. Il y a des jours où je me dis je m'en débarrasserai jamais, mais je sais qu'il faut garder espoir. Et en fait, ces derniers mois, ça a été d'autant plus difficile que j'ai eu pas mal de rechutes. Mais bon, c'est un autre sujet. Et en fait, je suis surtout... pourquoi j'ai offert ce livre à ma maman ? C'est parce que le régime est quelque chose d'obsessionnel chez elle.
Elle n'a pas forcément de troubles alimentaires avérés, mais elle a une obsession pour la nourriture, pour son poids, pour le fait d'avoir grossi. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très présent dans nos conversations. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on se rencontre, il y a toujours un moment donné où elle va me parler du nouveau régime qu'elle est en train de faire, de l'aliment qu'elle est en train de supprimer de son alimentation. Voilà, elle est en train de... Et c'est très difficile pour moi de l'entendre dire ce genre de choses, et du coup je me suis dit qu'il était temps, maintenant qu'elle avait dépassé la soixantaine, qu'elle arrête de se prendre la tête en fait sur son régime. Et comme c'était un livre qui m'intéressait aussi, je me suis dit je vais le lire, je vais lui offrir et ça va déclencher des discussions. Et effectivement, quand je lui ai offert, ça a déclenché pas mal de discussions, parce que du coup, j'ai pu remarquer en temps réel tous les mécanismes qui étaient décrits dans le bouquin de Zina Mebkout. Et du coup, c'était assez frustrant. Et en même temps, je me suis dit, j'ai tapé dans le mille. Il faut qu'elle le lise. Et du coup, voilà. Donc le livre en lui-même est assez chouette. Il est bien écrit, il utilise un langage très inclusif, donc il y a l'utilisation du point médian, mais il y a aussi beaucoup de termes du militantisme. Et en fait, l'autrice a fait un lexique à la fin, et je trouve ça vraiment très très bien, parce que ça permet de... par exemple, moi qui n'avais pas forcément besoin du lexique, je sais que ma maman, elle en aura besoin. Et en fait, du coup, Zina Mebkout décrit des termes comme cisgenre, cis-hétérosexuel. Elle parle aussi des traumas, de l'obésité, elle mentionne l'adelphité, ce genre de choses, donc c'était plutôt intéressant, je trouve ça très bien fait. Et du coup, le livre en lui-même se partage entre des faits sourcés, des réflexions, des témoignages et des exercices pratiques. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Il y a des petites choses qui m'ont surprise, je vous avoue, notamment à un moment donné, un retour sur l'addiction au sucre. Je m'y attendais pas du tout, donc ça m'a un peu étonnée. Sur des exercices pratiques, je pense que j'essaierai d'en mettre quelques-uns en place. J'avoue, je ne l'ai pas fait depuis que j'ai lu le bouquin. Mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient être vraiment intéressantes, notamment sur reconnaître sa faim, sa satiété, quel type de faim on a aussi, est-ce que c'est une faim émotionnelle ou une faim physique, ce genre de choses. Je pense que c'est assez intéressant, ou de non-faim d'ailleurs. Et par contre, il y a des choses qui m'ont pas du tout parlé. À un moment donné, elle a un exercice où il faut aller consoler son enfant intérieur. Et ça, c'est le genre de choses qui marche vraiment pas du tout avec moi. Donc après, je pense que c'est moi le problème, c'est pas forcément l'autrice. Et peut-être que ça marche pour d'autres personnes, et tant mieux. Mais du coup, voilà, donc c'est un livre que j'ai bien aimé, je l'ai trouvé bien fait, intelligent. Donc si jamais vous avez des troubles du comportement alimentaire, ou si vous connaissez des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et que vous voulez savoir un peu mieux comment gérer tout ça, comment en discuter, je pense que c'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture et ça vaut le coup. Ensuite, dernier opus, donc c'est Tornade de Simon Fichet. C'est un livre qui est en fait un récit du backstage d'un voyage pour un reportage sur les chasseurs de tornades. Donc Simon Fichet est parti avec un de ses collègues en Amérique à la poursuite des tornades et du coup pour faire un reportage pour son journal de l'époque. Et en fait, lui, il veut pas du tout y aller. Mais vraiment, vraiment pas du tout y aller. Ça lui fait peur. Il a pas envie de poursuivre des événements aussi destructeurs. Et du coup, tout le récit, en fait, va être son ressenti par rapport à cette mission qu'il veut pas faire et qu'il fait quand même, et aux rencontres qu'il va faire, à tout ce qui va se mettre en place. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est un page-turner, vraiment ça se lit très vite, ça se lit très bien. On est très rapidement emporté, on comprend aussi, enfin moi j'ai beaucoup compris d'où venait Simon Fichet, dans le sens où il a pas osé dire non au début et du coup maintenant il se retrouve coincé et en fait il est obligé de subir des choses qu'il avait pas envie de subir. Et tout cet aspect-là était plutôt chouette. J'ai trouvé le rythme aussi plutôt bien. Enfin, je l'ai lu en 2 heures, quoi. Donc vraiment, ça m'a bien emporté. Par contre,
C'est pas un coup de cœur parce que pour moi Simon Fichet c'est vraiment le cliché du mec parisien blanc de 30 ans. Il y a sa personnalité qui arrive de temps en temps dans le récit et qui me fait dire que encore un. Et en fait, à un moment donné, pour vous donner un exemple, il a très hâte de retourner à Paris. Finalement, après cette aventure, il a très hâte de retourner en parler, et surtout d'en parler avec les femmes de ses copains pour qu'elles l'admirent. Alors que lui-même, il a une meuf, quoi. Et je suis en mode... C'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment le genre de truc. Merci pour ton honnêteté intellectuelle, mais aussi pas merci de nous montrer que tu es pareil que tous les mecs de ton âge. Donc ça, c'était pas vraiment... je pense que c'était... Il y avait moyen de s'en passer, quoi. Donc voilà. Mais sinon, en vrai, c'était assez intéressant. Et du coup, je l'ai offert à ma maman parce qu'à une époque, elle a adoré le film Twister, on l'avait vu plusieurs fois, c'était devenu un peu une fascination, c'est Chasseurs de tornades, et du coup voilà, c'était un clin d'œil, et c'était une manière aussi de sortir un peu de la zone de confort de ma maman, qui lit beaucoup de fiction, et du coup voilà, je me suis dit un livre à la fois, j'essaye d'ouvrir ses horizons, et je suis plutôt contente de ma sélection, je suis contente aussi de ne pas lui avoir offert Qui a peur des vieilles, parce que vraiment ce bouquin c'est une horreur, mais du coup je cherche d'autres recommandations. J'ai eu quelques titres qui m'ont été donnés, il faut que je me penche dessus, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important, et je voudrais lui offrir ce genre de livre pour sa réflexion, mais peut-être à une autre occasion que son anniversaire. Du coup voilà, donc c'est ce qui conclut les lectures que j'ai faites pour ma maman, et on va passer du coup à la suite. Donc une fois que ces lectures étaient finies, j'avais quand même fait une sacrée entorse, c'était pour la bonne cause mais c'était une entorse, la logique aurait voulu que je me repenche sur ma pile à lire. Mais non. Non, parce que mon cerveau n'aime pas la contrariété a priori. Non, c'est surtout que ça m'a lancée en fait dans une mouvance récit de vie, témoignage. J'avais très envie de continuer à lire des autobiographies, c'est quelque chose qui m'a porté tout cet été, tout ce mois d'août en tout cas. Et je me suis lancée dans ma wishlist, j'avais plusieurs titres qui m'intéressaient, et il y avait notamment Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado. Donc moi je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français. Et en fait c'est le récit c'est un témoignage sur les violences conjugales dans un couple lesbien. Et c'est un livre qui pour moi est très important, puisque certains milieux queer ont tendance à faire croire que le seul endroit safe, c'est les milieux queer. Alors qu'en fait non, ils sont aussi, eux, soumis à certains biais discriminatoires et à certaines logiques de domination. On a beaucoup de grooming, par exemple, chez les homosexuels. On a beaucoup de violences dans le mouvement, avec des lesbiennes qui sont TERF, par exemple, des gays ou des lesbiennes qui excluent les bi, enfin, des personnes qui croient pas à l'aromantisme, la sexualité. Bref, il y a comme dans toute communauté, comme dans tout milieu, il y a des problèmes, et c'est bien de les adresser. Je sais que beaucoup ne veulent pas les adresser parce qu'ils veulent pas donner cette image de... comment vous dire ? Ils veulent pas donner du grain à moudre en fait aux homophobes, au même titre que certaines femmes racisées, perçues comme racisées, ont du mal à parler des violences qu'elles subissent par leurs partenaires perçus comme racisés aussi, parce qu'en fait elles ont pas envie de mettre de l'eau au moulin, de rajouter de l'eau au moulin des personnes racistes et de l'extrême droite qui a tendance, ou de groupes comme Némésis qui ont tendance à croire que les violences ne viennent que d'un seul groupe de personnes, et du coup il y a une espèce d'omerta, de silence à ce niveau-là, et c'est pareil dans les milieux queer. Les relations hétéros sont vues comme très très violentes, et les milieux queer comme beaucoup plus safe et ouverts, et du coup il y a une certaine hésitation à call out les soucis qu'on a dans les milieux queer, parce que justement on veut pas faire le jeu des homophobes. Et je trouve du coup que ce récit est d'autant plus important qu'il s'inscrit dans ce contexte-là. Et c'était quelque chose de... Alors c'est une expérience, hein, c'est pas un récit autobiographique factuel, tac, c'est vraiment... on sent toute la faculté de conteuse de Carmen Maria Machado. Elle raconte son histoire,
Et elle raconte pas que ça. Enfin, on sent que c'est un sujet, c'est quelque chose qui a été très difficile à vivre pour elle. Elle parle de cette emprise, elle parle de ses doutes, elle parle de plein de choses qui sont très très pertinentes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre très puissant, très émouvant. Voilà, moi j'avais lu l'autrice avec ses nouvelles, Son corps et autres célébrations, qui me donnait déjà cet aperçu en fait de la qualité de sa plume, et ça se retrouve dans cette autobiographie. C'est assez dur à lire, il y a des passages qui sont... Voilà, c'est surtout de la violence psychologique, et du coup, et c'est vraiment pas évident. Mais c'était une lecture que j'ai trouvée très importante, et du coup je pense que c'était bien de vous en parler. Ensuite, je suis restée dans le thème léger avec Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon, qui est du coup, lui il est sorti en français puisque c'est une autrice française. Et en fait, l'autrice va s'intéresser à la vie de son arrière-grand-mère qui a été diagnostiquée schizophrène et qui fait un peu office de mythe familial, dans le sens où tout le monde connaît son nom, tout le monde sait de qui on parle, tout le monde a une anecdote à raconter à son sujet, mais en même temps, tout le monde se tait sur cette personne qui n'en est plus vraiment une. Et du coup, c'est très poignant. Ça aborde un sujet qui, moi, me fascine, le mot est pas le bon, mais c'est un sujet qui m'importe depuis des années, puisque je l'ai découvert dans un roman de fiction quand j'étais ado. Et en fait, c'est ce qui m'a radicalisée, j'aime bien dire ça, c'est ce qui m'a radicalisée dans mon féminisme. Et du coup, c'est un sujet que je connaissais, ça m'a pas énormément étonnée au niveau du plot twist. Mais voilà, c'était assez intéressant. C'était d'autant plus intéressant qu'Adèle Lyon choisit d'interviewer des gens de sa famille. Elle remet jamais en question leurs paroles, elle prend juste les interviews comme elles sont. Et du coup, ça permet de voir aussi le niveau d'emprise qu'il peut y avoir, le niveau de stratégie familiale sur ce genre de sujet. C'est assez glaçant et ça fait comprendre, je trouve, un peu mieux les dynamiques de domination dans le milieu familial, notamment les dynamiques incestuelles, parce que je trouve qu'on se rapproche beaucoup de ça, il faut se taire, on met la victime un peu de côté, on essaie, enfin voilà, il y a une parole qui est pas du tout libérée, il y a des choses qui sont pas crues, il y a pas mal de choses. Et ouais, c'était un récit très très puissant. J'avoue, j'ai été un petit peu perdue parfois par la plume de l'autrice qui est très travaillée, parce que l'autrice en fait vient d'un milieu catholique bourgeois, très catholique même bourgeois, et elle est genre à l'ENS, un truc comme ça. Donc elle a vraiment... Enfin, sa classe sociale se ressent vraiment dans son écriture. Et d'ailleurs, c'est ce qui parfois m'a un peu gênée, parce qu'elle avait un peu de manque de recul. Elle parle beaucoup de sa grand-mère, mais je pense qu'elle aurait pu élargir certaines questions, sauf qu'elle le fait pas forcément, et elle le fait surtout pas hors de sa classe sociale, et hors de sa classe raciale. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui me manquait un peu. Mais en dehors de ça, c'était vraiment très poignant. Moi, je l'ai commencé, je crois, un après-midi à 16h, je l'ai terminé à 21h. Je l'ai vraiment lu d'une traite, j'arrivais pas à m'arrêter. C'est le genre de récit qui vous marque, je pense. Et je comprends pourquoi il a eu un certain succès. Mais je comprends aussi pourquoi il a des détracteurs. En tout cas, sur les thèmes, sur les détails dont je vous ai parlé, c'est-à-dire tout ce qui est classe sociale, etc. Mais du coup, c'était une lecture assez poignante, assez émouvante, et un peu un coup de poing. Après, je suis partie de l'autre côté de l'Atlantique, avec Educated de Tara Westover. Ça a été traduit chez J.C. Lattès, avec le titre Une éducation. Moi, je l'ai lu en anglais. Je pensais qu'il était sorti il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, je le vois beaucoup sortir sur des vidéos, notamment d'anglophones. Et je me suis rendu compte qu'il a été édité il y a genre 6 ou 7 ans, donc en fait, il n'est pas du tout récent.
Et du coup, donc, là, c'est Tara Westover, du coup, qui est qui est une femme qui raconte son enfance dans une famille mormone survivaliste. Et voilà, je pense que ça résume à peu près tout le livre. Elle a aucune éducation, elle est scolarisée à la maison. C'est sa mère qui s'occupe de son éducation ainsi que de celle de ses adelphes, et elle s'arrête très vite à l'idée de il faut qu'ils apprennent à lire, compter vite fait, et après ils n'ont pas besoin de plus dans la vie. Et en fait, c'est un des grands frères de Tara qui va, lui, se sortir de ce carcan-là et qui va étudier de manière complètement autodidacte pour finir par rentrer à l'université. J'allais dire au collège, mais c'est l'université. Et en fait, c'est lui qui va pousser Tara à faire la même chose. Il va la pousser à continuer à s'intéresser, à continuer à s'éduquer elle-même. Et du coup, Tara va se rendre compte que sa vie n'est plus possible en fait dans sa famille. Elle subit beaucoup de maltraitance. Son père, par exemple, l'emmène avec lui dans la casse qu'il gère. Elle a 10 ans. Quasiment chacun des adelphes subit un accident potentiellement mortel. La mère, le père, enfin bref, c'est vraiment très... C'est très très compliqué, c'est très dur à lire. Et en fait, voilà, Tara, par sa volonté, par sa pugnacité, par la chance aussi qu'elle a de tomber sur les bonnes personnes au bon moment, elle va finir par s'en sortir petit à petit, et il va y arriver. Enfin, on arrive du coup à ce moment de décalage entre une partie de sa famille qui est éduquée et une partie de sa famille qui ne l'est pas. Et c'est écrit avec beaucoup de justesse, c'est écrit avec beaucoup de... On sent que l'autrice se bat avec pas mal de choses, avec pas mal de sujets, avec cette appartenance à la famille, mais en même temps cette difficulté de vivre parmi des gens qui ont abusé d'elle de différentes manières. Et du coup, c'est très puissant. C'est un récit qui laisse pas de marbre. Je sais que certaines critiques trouvent qu'il est complètement invraisemblable parce que quand on lit ça, on se dit mais quelqu'un aurait écrit un roman avec ses péripéties, ce genre de choses. Je pense que tout le monde aurait dit c'est pas possible, c'est trop, c'est too much. Mais là en fait c'est une histoire vraie, et moi j'ai tendance à croire l'autrice parce que je pense que quand on lit son histoire, on se rend compte des mécanismes qui peuvent se mettre en place, et pour moi c'est véridique en fait. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Mais je peux comprendre que à la lecture, on se dise comment c'est possible. Ensuite, j'ai lu I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Il a été traduit toujours chez JC Lattès. Le titre c'est Génial, ma mère est morte. Et en fait, donc Janet McCurdy est une enfant actrice, une enfant star. Elle a joué dans la série iCarly. Moi, je l'ai pas du tout vue. C'était pas du tout mon époque, je pense, ni mon truc. Mais ça a eu un énorme succès aux États-Unis, un peu en France, je crois aussi. Et en fait, du coup, elle va parler de tout ça, de son enfance d'enfant star et de sa relation avec sa mère, vous vous en doutez. Et waouh, c'est une lecture pareil. Alors celle-ci, c'est pareil, je l'ai pas lâchée. Je l'ai lue une seule après-midi. C'est une lecture très puissante, très dure. Ça parle d'emprise, ça parle d'attente, de maltraitance. Ça parle de choses qui sont... C'est très très dur, très très dur. Faut savoir qu'il y a la mention de beaucoup de troubles du comportement alimentaire. C'est fait d'une manière qui m'a, moi, semblé très vraie, très pertinente. L'autrice a un truc avec sa plume, hein. Elle arrive à écrire des choses qui sont... Enfin, on s'y attend pas forcément comme ça, mais elle a une plume très simple et à la fois assez évocatrice, et surtout elle montre à quel point la difficulté quand on est dans un système abusif comme ça, c'est que on peut quand même aimer le parent qui vous abuse. Et ouais, c'était une lecture poignante. J'arrive pas trop à vous dire plus que ça parce que je trouve que c'est
Alors, moi ça me surprend pas du tout ce qu'elle a vécu, vraiment pas. Je pense que le milieu du cinéma et de la célébrité est assez entaché par ce genre de mécanisme, mais ouais ça fait mal pour elle quoi. Enfin, pour elle et pour beaucoup, et ça me fait penser que quasiment au même moment, sans l'avoir fait exprès, j'ai vu un documentaire sur la chaîne YouTube de Arte sur les enfants athlètes et sur comment beaucoup d'athlètes de renommée internationale comme Thierry Henry, Michael Phelps reviennent en fait sur ces années d'adolescence et d'enfance dans lesquelles ils peuvent pas vivre une vraie vie d'enfant et d'adolescent parce qu'ils sont poussés toujours plus loin, parce qu'ils ont le sport. Et en fait, je trouve que c'est assez... Enfin, moi, ça me dérange et je trouve ça dramatique en fait, qu'on force des enfants à rentrer dans des moules comme ça, à pas leur laisser l'opportunité de grandir, de faire des erreurs, de tester des choses. On les parque vraiment dans une spécialité, on leur demande d'exceller là-dedans. Et du coup, donc, ces athlètes notamment parlent du fait que ils sont dépressifs. Certains ont des soucis aussi des troubles du comportement alimentaire. On leur casse en fait toute leur construction pour mettre en place des choses qui peuvent même pas durer sur le long terme parce qu'une carrière sportive s'arrête à un certain âge. Pareil pour la carrière d'une actrice, elle peut s'arrêter assez rapidement. Et Janet McCurdy l'explique bien, surtout quand on est une actrice enfant. Il y a il y a très peu d'actrices enfants et d'acteurs enfants qui arrivent à dépasser ce stade de justement leur célébrité à cet âge-là, parce que les gens veulent pas forcément les voir grandir. Et on le voit d'ailleurs sur on le voit avec beaucoup d'actrices aujourd'hui, Chloé Moritz, l'actrice aussi Millie Brown. Enfin, il y a un vrai sujet là-dessus, sur le fait de pas réussir de pas laisser les enfants grandir et les enfermer en fait dans quelque chose qui peut mettre à mal leur santé physique et mentale, quoi. Du coup voilà, donc c'était encore une fois une lecture assez pesante, mais très intéressante aussi. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Enfin, pas tout à fait, j'ai fini mes derniers jours d'août en lisant des fanfictions. Mais c'est pas quelque chose que j'aborderai sur cette chaîne parce que c'est quelque chose d'un peu personnel. Je considère pas du tout que c'est de la sous-littérature ou quoi que ce soit. Si vous lisez de la fanfiction, vous êtes tout à fait légitime, y a pas de sujet. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, donc je vais rester plutôt là-dessus. Et je sais pas quand est-ce que je reviendrai, potentiellement fin septembre, pour vous parler de mes lectures de septembre, si je sors de mon tunnel de fanfiction, sinon ça vaudra pas le coup. Mais du coup voilà, donc n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu quand la prochaine vidéo arrivera. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!